Matériaux de cueillette, la terre, la paille, la pierre ou le bois ont fourni sans avoir à aller bien loin aux premiers sédentaires la matière utile et suffisante à la construction de leurs abris. On peut considérer l'association basique de la terre argileuse et de la paille, ou bien de l'herbe sèche, comme l'une des plus vertueuses dans l'art de bâtir. Adobe, torchis, terre-paille plus récemment, cette association, utilisée sans interruption depuis l'époque néolithique, possède toutes les qualités pour contribuer à répondre aux exigences actuelles de confort thermique. Pourtant, un des systèmes constructifs alliant ces deux matériaux est issu non pas de la révolution néolithique, mais de la révolution industrielle. Il est amusant, en effet, de constater que la construction en bottes de paille, devenue symbolique de la construction écologique ces dernières années, est en fait la conséquence d'une de ces nombreuses inventions qui ont nourri l'industrialisation et l'automatisation galopante de l'agriculture de la deuxième partie du XIXe siècle aux États-Unis en particulier. L'invention de la botteleuse au XIXe siècle a donné aux habitants des Sand Hills dans l'État du Nebraska, une région sableuse dépourvue d'arbres et de pierres, l'idée d'utiliser ces drôles de grosses briques de paille ou de foin sauvage des collines environnantes. L'une des premières constructions publiques en paille porteuse fut une école dans le comté d'Arthur, Nebraska, en 1898, mais non enduite, elle fut mangée par les vaches. Côté intérieur, sur la paroi en paille, après avoir procédé au rebouchage, au droit des montants d'ossature, à la paille en vrac, et puis avec un mélange terre et paille en surface pour avoir une densité à peu près équivalente à la botte, aux endroits où on rebouche, on fait un terre-paille. Après avoir redressé le mur, c'est-à-dire passé avec un coupe-fil, le débroussailleur à fil, on enlève tous les brins de paille qui dépassent, voilà. Et puis on essaye plus ou moins d'enlever quand même quelques bosses qu'il peut y avoir sur les bottes de paille. On projette une barbotine de terre pour permettre une bonne accroche du corps d'enduit sur la paille. Donc projection de la barbotine. Et ensuite on peut appliquer le corps d'enduit en terre sur une épaisseur minimum d'un centimètre, 1,5 cm, mais plus on met épais, mieux c'est pour avoir de l'inertie. Moi je mets environ 4 cm. Donc, vous voyez, il y a un petit échantillon de corps d'enduit, ça va faire à peu près cette épaisseur-là d'ailleurs, une fois posé. Donc une fois qu'on a posé ce corps d'enduit, qu'on a attendu son séchage complet, donc on applique l'enduit de finition sur le corps d'enduit terre. Alors les outils, c'est classique, la taloche, la truelle, et puis une fois qu'on a appliqué l'enduit, on le taloche un coup pour la planéité, et puis ensuite moi je le serre légèrement au plattoir, un petit coup de serrage pour avoir pas trop de grains en surface. Si on laisse du grain, dans le temps les grains de sable à chaque fois qu'on frotte ont tendance à tomber, et on en retrouve un peu au sol, donc c'est pour ça qu'en enduit de finition, moi je serre quand même un petit peu l'enduit. Il faut savoir que la paille, c'est un matériau qui est tout à fait convenable au support des enduits. Les enduits, ils accrochent sur la botte de paille, même en forte épaisseur. Moi, j'ai fait des enduits qui sont allés jusqu'à 8 cm d'épaisseur accrochés sur la paille. Et je me suis posé effectivement la question si par hasard ces enduits ne s'affaisseraient pas et viendraient porter sur le plancher plutôt que sur la paille. Et effectivement, mon enduit il arrivait au sol quand il était frais, mais quand l'enduit il a séché, il s'est créé effectivement un retrait entre les planchers et l'enduit des 5 mm. Qui montre bien que l'enduit il est accroché sur la paille et qu'il ne porte pas sous les planchers. Donc, que ce soit de la terre, du plâtre ou un enduit à la chaux, la paille se prête parfaitement bien à l'accroche des enduits sur elle-même. Les enduits sont vraiment tenus sur la paille, même s'ils sont en forte épaisseur. Donc, sur cette façade, on a un enduit de terre, un corps d'enduit de terre qui est fini et qui est prêt à recevoir l'enduit à la chaux dessus. On voit que c'est un mur qui est assez homogène, qui n'a pas de fissures.
et on les raille un petit peu pour faire l'accroche de l'enduit chaud qui vient par-dessus. On fait un gobetti d'accrochage sur la terre et le lendemain, on vient faire l'enduit à la chaux. Et pour moi, l'idéal, c'est laisser cet enduit à la chaux, cette corde enduit à la chaux, travailler pendant 1 an, si possible, c'est l'idéal. Comme ça, s'il y a encore des fissures, l'enduit de finition qu'on fera sur le corps d'enduit chaud, il viendra, lui, couvrir toutes les fissures et on sera complètement sûr que l'enduit est complètement étanche à l'eau. Avant, il n'y avait même pas la maison. Il y avait que la caravane. T'étais que au plan. C'était que sur les plans la maison. On n'est pas allé en vrai. Super le geste, Tao. Après, une fois que c'est mis, c'est pas la peine d'insister. On prend une autre boule. Voilà, le terrassier m'a réservé la terre des fouilles. Bon, l'avantage c'est qu'elle a pas mal d'argile, si bien que je peux la tamiser sous forme de barbotine, puisque après, en rajoutant le sable et la paille, je vais avoir une consistance d'enduit qui sera parfaite. L'avantage c'est que tamiser de la terre sous forme de barbotine, ça va très vite. La tamiser à l'état humide comme ça, c'est beaucoup plus long. Il faut quand même enlever les gros cailloux. Hein. Je peux me permettre de garder des cailloux d'une taille d'1 centimètre, 1,5 centimètre, parce que je fais 4 cm de corde enduit. Mais je ne peux pas me permettre de garder des cailloux de cette taille quand même dans le corps d'enduit. Donc il faut quand même tamiser. Alors là, je peux prendre la terre comme ça. J'en remplis une poubelle. Et puis ensuite, je rajoute l'eau. Et puis je la malaxe avec un malaxeur comme ça à double hélice. C'est assez rapide à faire. Et ensuite simplement un grillage à poule comme ça, là, qui a une maille d'1,5 centimètre, me permet de très très rapidement enlever les cailloux les plus gros. Et ensuite cette barbotine, je la mets dans la bétonnière, je rajoute du sable et puis la paille hachée. Comment est-ce que vous déterminez le mélange, quoi? C'est-à-dire vous avez de la terre et Alors, après voilà. vous faites des essais. C'est ça, on a sorti la terre des fondations, donc en dessous de 1 mètre de la première couche pour enlever tout ce qui est végétal, les terres noires aussi au passage. Donc on a vraiment récupéré la terre du fond des fondations, donc l'argile au final. Et avec cette terre, on a fait des tests, donc on en a fait une dizaine sur la maison d'à côté, où on a mélangé différentes quantités de sable, de terre et de paille. Et en faisant des petits carrés à peu près de cette taille là, on a vu comment ils craquelaient les uns et les autres, en marquant les proportions dessus des mélanges. Et voilà, et on a choisi pour la terre qu'on avait ici, le meilleur mélange, celui qui craquelait le moins et qui avait le moins de retrait. La terre des fondations, on l'a pré-tamisée. C'est-à-dire qu'on l'a sorti des fondations avec un tractopelle, et après il y a quelqu'un qui est venu avec un rotovateur, c'est une sorte de machine qui broie la terre. Et on l'a stocké ici, mais pré-broyé, c'est-à-dire que quand on la passe au tamis, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, sortir des blocs directement du sol et tamiser ça, ça prend une éternité. Voilà, donc c'est juste pour dire. Et du coup, la barbotine qu'on a préparée ici, on la tamise pas. On prend directement la terre qui a été broyée par cette machine, qu'on met dans la baignoire, on met de l'eau et en une journée, elle s'est dissoute. Et donc ici, du coup, il y a de la barbotine. La barbotine, ça sert de colle entre l'enduit et la paille, parce que l'enduit directement sur la paille ne colle pas. Donc ça sert d'accroche. Voilà, c'est une couche très fine qu'on passe sur la paille avant de poser l'enduit. Voilà. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre de l'agadou qui ne laisserait
qui serait beaucoup trop liquide, du coup qui ne tiendrait pas sur la paille, ça ferait plutôt de l'eau. Et une gadoue trop compacte qui en fin de compte vient prendre la place de l'enduit et c'est pas le but. On ne mouille pas la paille, la paille est sèche, on passe la barbotine comme on va le voir après. Et sur cette barbotine, on vient appliquer l'enduit. L'utilité de l'enduit, il y en a pas mal en fait, des intérêts. D'une part, il faut quand même que la maison soit étanche à l'air. Donc le corps d'enduit sur la paille va rendre la paroi étanche à l'air. Ensuite, cette masse de terre, j'en mets quand même environ en moyenne 4 cm. Ça fait quand même une masse qui va créer de l'inertie à l'intérieur de la maison. En gros, sur une maison comme celle-ci, 140 mètres carrés habitable, il y a une bonne quinzaine de tonnes de terre à l'intérieur de la maison. Ensuite, la terre a des propriétés de régulation hydrique très efficaces pour l'air intérieur. Dès que la quantité de vapeur d'eau est élevée dans l'air intérieur, la terre l'absorbe. Et à contrario, quand ce taux d'humidité dans l'air intérieur devient trop faible, la terre va restituer l'eau stockée dans le corps d'enduit et ça permet de lisser le taux d'humidité dans l'air de façon intéressante tout au long de l'année et tout au long de la journée. Après, c'est un produit complètement sain, c'est-à-dire que ça ne dégage aucun composé organique volatile par rapport à tout autre type de peinture ou autre. Donc voilà, beaucoup d'intérêts, que des avantages pratiquement, et si ce n'est que ça demande du boulot, c'est sûr. Mais un artisan, il vend des heures de travail, donc à la limite, il part d'un produit qui coûte presque rien, qui demande pas mal de temps, mais quand il vend sa prestation, il a tout intérêt finalement à utiliser des matériaux qui sont proches de la gratuité et à vendre ses heures. Voilà. L'idée de notre association, c'est de pouvoir faire des tests de caractérisation sur différentes carrières, petit à petit, parce que pour l'instant on a travaillé qu'avec une seule carrière Sokova. L'idée c'est de multiplier ça pour qu'un artisan, quand il veut pouvoir passer non pas sur la terre de son client, mais pouvoir avoir déjà son produit à lui de son côté, c'est que toute la caractérisation de la terre soit déjà faite et qu'il ait déjà ces informations-là en accès libre, quoi. Et donc à ce moment-là, nous ce qu'on a voulu développer, c'est de travailler avec des carrières locales, que tous les 40 ou 50 km, il y a des artisans qui puissent la trouver. La barbotine, elle vient directement de la carrière. Eux, en fait, ils lavent le sable, ils le mettent dans une grande piscine. Et en fait, eux, ils ont plus facile à la défaire à l'état liquide. Et nous, ça nous intéresse plus à l'état liquide. Le système de séchage, de mise en sac coûte extrêmement cher. Et nous, ça nous permet, en fait, les carriers voulaient quasi le donner, quoi. Ils voulaient pas en faire. Nous, on a un peu insisté pour que ce soit au moins 20 € la tonne, parce qu'on avait envie que le projet perdure et qu'il fasse quelques mini-installations pour pouvoir ne pas salir leur... Et puis nous, on a surtout une super belle barbotine qu'on malaxe un tout petit peu pour être sûr qu'elle soit à l'état. On remet quelques petits seaux d'eau et on la malaxe, mais ça nous prend 10 minutes pour 1,6 tonne de mélange. Si on travaille avec des enduits, qu'on veut un minimum de résistance extérieure et un minimum de résistance à l'abrasion, il vaut mieux travailler toujours avec la même terre parce que la caractérisation, elle va plus loin qu'un test à la fissuration. En fait, l'argile n'est pas un liant. Ce qui fait le liant entre deux pariettes d'argile, c'est la vapeur d'eau. Quand il y a du sucre dans le foin et dans la paille et dans la ouate, ce sont des sucres simples. À partir du moment où ces sucres sont digérés par les bactéries avec leur système digestif produisent des chaînes de sucre. C'est la même chose qui se passe dans l'estomac humain. Et donc ça fait du coup des maillons qui sont tous les uns comme ça à côté des autres. Et c'est ça qui fait des chaînes extrêmement résistantes et qui viennent s'intercaler entre les paillettes d'argile. Il faut vraiment regarder si on a une eau naturelle, si on n'a pas une eau qui a été traitée avec du chlore, de l'eau de javel, etc. Parce qu'à ce moment-là, le système ne fonctionne pas. Et donc il faut certaines températures de fermentation. Parfois il faut le démarrer avec un jus de orgeat où il y a énormément de bactéries parce que ce système ne fonctionne pas toujours. Alors si on veut les meilleurs tests, c'est quand on fait fermenter du foin, de la paille à condition qu'on dépasse 2 mois de fermentation et de la ouate de cellulose.
Et tout ça, si on a une longue fermentation, on arrive à des très très bons tests à l'érosion et à l'abrasion. Donc on arrivait surtout à des très 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 bons résultats à l'abrasion, où là on est au moins similaire au ciment. Et par contre, à l'érosion, on peut encore aller plus loin. Donc on avait des jets de plus en plus forts et de plus en plus... donc on arrivait à des résultats qui étaient vraiment bien par rapport à la terre. C'est quand même excellent, parce que ça commence seulement à piquer quand on a vraiment des jets extrêmement puissants. La méthylcellulose, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est simplement de la dégradation de watts de cellulose. Donc en fait, c'est exactement le même processus de fermentation naturelle quand on fait fermenter de l'orge et qu'ensuite les bactéries de cette eau orgée viennent manger les sucres de la ouate de cellulose. Ça, c'est le processus manuel que tout autoconstructeur peut faire chez lui, mais ça sent un peu, c'est de la mise en place qui est longue. Si on veut réfléchir ça dans un concept plus d'une économie locale et applicable par des artisans, on passe sur la méthyle, c'est exactement la même chose, sauf que c'est déjà de la ouate de cellulose déjà décomposée et déjà en chaînon de sucre. Mais ce qu'on est en train de ressortir, c'est ce que les anciens ont fait depuis des siècles. Quand ils travaillaient avec de la bouse de vache, du crottin, de cheval, du crottin de cheval. On n'a rien inventé du tout. Et on est spécialisé dans la construction de maisons paille, donc la paille et les enduits. Alors la plupart du temps on utilise des mortiers à base d'argile pour faire la couche de corps intérieure et souvent aussi la finition. On peut faire de très belles finitions à l'argile, on aime bien. On met la face coupée des bottes à l'extérieur parce que c'est la face qui est la plus compacte et la plus plate, la plus lisse on va dire. Donc on aligne la face extérieure, comme ça on est sûr d'avoir le moins d'épaisseur d'enduit possible à l'extérieur. Les défauts, ils sont plutôt à l'intérieur, là où on va plutôt avoir intérêt à avoir une grosse épaisseur de couche de corps, à l'argile. Donc la matière coûte pas cher. Et puis voilà, que ce soit chaud ou chaud terre ou terre, la préparation c'est toujours la même, c'est reboucher les trous, les trous les plus importants avec des bouchons de paille sèche, les trous superficiels avec un torchis. Plus un torchis de rebouchage que de construction quoi. Alors la paille on la mouille pas parce que si on commence à la mouiller elle va s'imbiber à mort, c'est vraiment pas la peine. Limite ça nous arrange que le support soit sec et qu'il aide la matière à tirer un peu plus vite. Puis évidemment on préfère les enduits terre, c'est plus agréable à mettre en œuvre, on préfère travailler à la main, c'est beaucoup plus sympa, moins bruyant, plus un rythme humain. Mais si on enduit à la machine, c'est surtout pour des raisons économiques, faut être concurrentiel. Après, on pourrait faire le choix de ne pas payer toutes nos heures et puis de bosser à la main. Après, ça nous est arrivé de bosser, que la machine tombe en panne et qu'on doit finir à la main. Et on arrive à aller presque aussi vite. Là, celui-là, c'est du terre-paille. Du terre-paille sur lequel on ne voit plus le fond, puisqu'on a déjà mis ce qu'on appelle la première couche, qui correspond au gopti sur des enduits classiques. Et qui est une couche qui est un mélange de terre, de paille et de sable, qui nous permet de faire la couche de fond et qui va nous permettre après de jeter notre enduit sans avoir de problème de rebondissement. Voilà. Donc on est sur une interface qui va nous permettre après, en extérieur, de faire un enduit à la chaux et en intérieur de faire un enduit comme on veut. Là en l'occurrence on va faire des enduits terre jusqu'à la finition à l'intérieur. Là c'est le salon. Donc voilà, donc les clients veulent de la terre. Nous, on propose de préférence la terre, parce que la terre, c'est une ressource locale, pas chère et tout ça. Dès que tu commences à utiliser le plâtre, voilà quoi, le plâtre c'est un super matériau, mais c'est un matériau qui est onéreux, et puis qui est limité, on va dire, beaucoup plus que la terre. Donc voilà, on reste dans l'esprit d'utiliser, dans la mesure du possible, on va dire, un matériau peu coûteux, local, voilà quoi. Et de la chaux dans les pièces humides parce que quand même la terre c'est pas adapté pour les pièces humides quoi. Donc salle de bain, cuisine, on fait des enduits à la chaux aérienne en général. D'accord. Et la terre vous la prenez en général sur le site, vous arrivez toujours à trouver de la... Alors disons que pour tout ce qui est terre-paille, fabrication du terre-paille, mise en œuvre du terre-paille, première couche de graissage et à des moments, mais pas toujours, mais de manière générale le corps d'enduit, on le fait avec la terre du site. Donc c'est la terre des fouilles, c'est la terre... Alors ça dépend des régions, mais chez nous, on n'a aucun problème. En général, partout où tu creuses, tu as de l'argile et tu as ce qu'il faut pour faire ça. Et après, la finition, on ne la fait jamais avec la terre du site.
Et les corps d'enduit, ça dépend des fois, parce que suivant la qualité de la terre, comme on veut vraiment pas avoir de problème, de fantômes, de choses qui ressurgissent et tout, ça nous arrive quand même souvent, on travaille avec des briquetiers, de faire venir des big bags de terre pour faire le corps d'enduit. C'est vrai que là on est dans une région où il y a de la terre. Voilà. Là, il y a non seulement de la terre, et on a des briquetiers pas très loin qui peuvent nous fournir ce dont on a besoin, quoi. Nous, on a fait le choix de ne pas mécaniser justement pour ne pas économiser de la main-d'œuvre, parce qu'on considère qu'on veut payer des gens et pas des machines. Donc voilà, donc éventuellement on se paye moins, mais on paye des gens plutôt que des machines. Je pense que c'est un choix politique. C'est pas, tu vois, c'est pas autre chose. On n'a pas dit on essaye la machine pour voir si c'est plus rentable, et si c'est plus rentable, on laisse tomber les gens. On a dit on sait qu'aujourd'hui la machine c'est plus rentable, parce que elle n'est pas calculée à son juste coût, parce que c'est vrai aussi, si tu veux. Quand ils fabriquent des machines, ils fabriquent du déchet aussi, ils comptent pas ce que ça coûte à la planète, le déchet, etc. quoi, hein. Donc nous on dit non, l'énergie, parce que pour faire tourner les machines, nous on est obligés, on a des bétonnières, donc on les fait tourner un peu, mais on sait qu'on utilise de l'énergie nucléaire. Est-ce que c'est ça qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie d'utiliser de l'énergie nucléaire de plus en plus? Voilà, donc c'est vraiment un choix politique, quoi, là, hein. C'est clairement pas un choix de rentabilité. Et du coup, on s'adapte et on cherche des systèmes pour adapter nos choix politiques à la réalité du chantier.